une thématique hyper importante qui porte sur la théorie des ressources. Donc, on va pas traiter, comme vous avez publié, la théorie des organisations, parce que vraiment, ça sera quand même impossible de traiter de façon générale les théories des organisations dans un laps de temps limité. Donc, il faut vraiment beaucoup de temps. Et pour cette raison-là, que je vais me concentrer particulièrement sur la théorie des ressources comme théorie aussi importante en matière de théories d'organisation. Euh, c'est vraiment parler, discuter les théories d'organisation d'une façon globale. Comme j'ai dit, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est une saga, comme elle a été indiquée par Alain de Romeu dans son livre sur la théorie des organisations. Elle a consacré un chapitre, une partie pour parler de la saga des théories des organisations ou une histoire d'une orthodoxie contestée, mais en fin de compte, dans le développement, elle n'a traité que quelques théories d'organisation. Donc, je me concentre sur la théorie des ressources, dit autrement la ressource based view ou tout simplement la RBV, pour deux raisons. La première raison, cette théorie-là est programmée et prescrite dans le programme des ENCG, surtout en semestre 6, donc pour mes étudiants. Les étudiants, comme vous le savez, au Maroc, on est confinés, donc c'est une occasion donc de revenir sur ce live-là. Si jamais ils sont déjà connectés, ça tombe bien. Donc voilà, donc ils vont se ressourcer. Je sais pas comment est-ce que vous allez procéder à la rediffusion de cette vidéo ou non. La deuxième raison, et en plus ça tombe bien, au Maroc, euh, des vacances tombent d'une façon exceptionnelle, le 27 avril jusqu'au 3 mai, et donc on va pas continuer, on va interrompre les, les, les cours à distance. Et pour les étudiants, c'est une occasion donc de revenir se ressourcer à travers cette vidéo-là. La deuxième raison, c'est que cette théorie-là, la théorie des ressources, est grandement utilisée par les chercheurs. Beaucoup de travaux de recherche, je parle de mon domaine de recherche, à savoir les sciences de gestion. Les chercheurs ont beaucoup utilisé cette théorie-là, ils ont mobilisé cette théorie-là d'une façon remarquable, au moins durant les 3 dernières décades, les 3 dernières décennies, à partir de début des années 80. Donc là, ça explique l'importance de cette théorie, la théorie des ressources. Voilà. Lorsqu'on s'intéresse, faut bien savoir que lorsqu'on s'intéresse aux organisations en tant qu'entité, euh, on doit se poser la question, s'interroger sur la diversité de ces organisations. D'accord. Donc, les organisations, ils sont diversifiées. Donc, il faut un ordre, il faut de l'ordre. Et donc, pour ordonner cette diversité, on doit procéder. Il faut trouver un moyen. Et le moyen trouvé par les scientifiques dans ce domaine, c'est la typologie. Donc, la typologie va vraiment nous aider à faire de l'ordre dans ce monde diversifié des organisations. Ça va nous permettre, bien évidemment, de faire ressortir les points communs et les spécificités de ces organisations, ce qui se tend leur dynamique et la trajectoire d'évolution de ces organisations. Il faut bien aussi savoir que lorsqu'on s'intéresse aux organisations en tant qu'entité, on se pose la question, on s'interroge sur la raison de leur existence. Pourquoi les organisations existent? Pourquoi ces organisations existent? C'est une question qui a été posée par les adeptes de cette théorie, la théorie des ressources, et ils ont expliqué donc cette question les a interpellés pour trouver une réponse. Donc, à travers la théorie des ressources, on essaye de trouver donc une réponse à cette question-là, pourquoi les entreprises existent. C'est une occasion pour mes étudiants aussi parce qu'on s'est arrêté la dernière séance
des cours à distance, on s'est arrêté à la théorie des coûts de transaction. Et donc, c'est une occasion pour qu'ils reprennent voilà, de se ressourcer sur cette théorie-là. La théorie des coûts de transaction explique l'existence des firmes par le fait qu'une organisation, en tant que structure administrative, à travers la hiérarchie, elle doit comprimer les coûts jusqu'à proposer un prix sur le marché compétitif. Donc, si jamais elle n'arrive pas à proposer un prix sur le marché par rapport à la concurrence, bien évidemment, elle va disparaître. Donc, alors que la théorie des ressources ne confirme pas cette hypothèse-là, elle va au-delà, elle raisonne en termes de valeur. Ce n'est pas que le coût qui est déterminant, la valeur n'est pas la sommation des coûts, la sommation technique ou on fait une addition des charges directes, charges indirectes et on ajoute une marge et finalement on a un prix. Non, la valeur, il va au-delà de ça. La valeur, c'est le prix que le client est prêt à payer pour avoir un bien, un service, une prestation, etc. Donc là, on intègre des éléments au-delà de ces considérations techniques, c'est des éléments symboliques, des éléments intangibles qui rentrent dans la valorisation d'une prestation, d'un bien ou d'un produit. D'accord. Donc, cette théorie m'a beaucoup intéressé et donc je vais essayer donc de la discuter tout au long de cette vidéo-là. Donc, le contenu de la vidéo va porter essentiellement donc sur oui, ok, je vais centrer le téléphone. Là, ça va, Monsieur Sec, ça va maintenant? Ok, donc voilà. Donc je vais développer, discuter cette théorie-là à travers trois points essentiels. Donc le premier point, il sera consacré aux travaux fondateurs. Le deuxième point va porter sur les éléments centraux de la thématique. Et bien évidemment, comme vous savez, chaque théorie n'est pas escompte de critiques. Ça reste toujours des critiques constructives qui vont encourager d'autres chercheurs, donc peut-être à prolonger voilà cette théorie-là. Et certes, beaucoup de chercheurs ont prolongé cette théorie-là. On reviendra sur ses limites, bien évidemment, vers la fin. Donc, on commence par les fondateurs de cette théorie-là. On trouve d'abord les travaux de Penrose. Donc, Penrose, à travers un travail séminal, la théorie de la croissance de la firme, c'était quand même, ça date voilà, depuis 1959. Edith Penrose était l'initiatrice à cette théorie-là. Elle a donc donné une explication, elle a revu, elle a repensé la définition de la firme pour ainsi définir la firme comme un ensemble de ressources humaines et matérielles productives. Voilà, et cette notion de productive est importante. Donc, les ressources humaines et matérielles que l'entreprise dispose, il faut qu'il soit productif. Sinon, il y a une certaine destruction de la valeur. Donc, la combinaison de l'ensemble de ces ressources aboutit à un output. Pour elle, elle est exprimée à travers un excédent de service. Donc, la combinaison de l'ensemble de ces ressources doit aboutir à un excédent de service et ces excédents de capacité, il faut que ça soit réinvesti, bien évidemment, pour parler d'une vraie croissance dynamique de la firme ou de l'organisation. Pour Edith Penrose, ce ne sont pas les ressources en tant que telles qui constituent le caractère unique de chaque firme, mais plutôt les services qu'il peut en retirer.
D'accord? Donc, ce n'est pas les ressources en tant que telles, mais c'est l'excédent de service qui sera retiré de la combinaison de l'ensemble de ces ressources-là. Il souligne également l'hétérogénéité de ces services. Bien évidemment, les entreprises, elles ont des ressources, elles les combinent, d'accord, mais ça donne pas toujours le même résultat. Donc, le service qui sera dégagé, il sera hétérogène, et c'est ça qui explique l'hétérogénéité, la différence des entreprises en termes de leur performance. Donc, la croissance pour Edith Penrose, qui est l'initiatrice de cette théorie-là, à travers son travail séminal, la théorie de la croissance de la firme, c'est l'enjeu des services excédentaires, c'est-à-dire ce qui résulte une fois on combine bien à travers une combinaison meilleure de ces ressources que la croissance et la croissance dynamique est bien évidemment est réalisée. D'accord. Donc la croissance ne peut être attribuable au seul jeu des modifications environnementales, comme on verra bien évidemment avec l'école de positionnement, l'école de les confirmations ou le modèle de Michael Porter, mais pour elle, pour Penrose, c'est l'enjeu des services excédentaires, voilà, où c'est qui est responsable de la performance ou de la création de valeur d'une entreprise. Je voulais bien illustrer ça à travers un exemple. Donc, je passe au tableau là que vous allez voir tout de suite. Donc, pour expliquer avec un exemple l'idée de Edith Penrose, dans ce cadre-là, je donne l'exemple d'un cabinet de conseil. Comme vous voyez ici, ce cabinet-là a réussi de négocier deux projets, donc il a essayé d'avoir deux projets auprès de deux entreprises, par exemple. Le projet 1, il est relatif, par exemple, à l'implémentation d'un système d'information intégré. Et le projet 2, comme vous voyez, il s'agit, par exemple, de l'élaboration d'un manuel des procédures. D'accord. L'équipe voilà, managériale ou le top management a réussi à négocier, par exemple, un délai, un temps pour la livraison de ces projets-là. Donc, on parle de livrables. Donc, pour le projet 1, on a négocié 15 jours pour que le projet soit livré. Pour le projet 2, on a négocié 30 jours pour que le produit ou le service soit livré. Donc, l'équipe 1, il travaille sur le premier projet. L'équipe 2, il travaille sur le deuxième projet. L'équipe 1 a pu combiner les ressources, a faire un effort, était motivée, voilà, et à travers une combinaison de l'ensemble de ces ressources-là qu'il dispose, elle a pu livrer le travail dans 8 jours. La deuxième équipe, procédant de sorte, elle a fait la même chose, elle a pu avoir une combinaison meilleure de l'ensemble des ressources qu'elle dispose, elle a pu donc livrer le travail dans 15 jours, d'accord, comme vous voyez ici. Donc, on a un excédent, on calcule l'excédent de capacité que vous voyez ici. Pour le projet 1, on a un excédent de capacité de 7 jours. Et pour le projet 2, on a un excédent de capacité comme vous voyez, de 15 jours. D'accord. Donc, voilà. Et si on est dans une logique de repenser l'entreprise à travers une logique de projet. Donc, une fois l'équipe 1 a terminé le projet 1, il faut pas qu'il reste en chômage technique, bien évidemment. Donc, il faut qu'il pense à un troisième projet. Et l'équipe 2, il pense à un quatrième projet et ainsi de suite. Donc, l'excédent de capacité dégagé, la condition sine qua non ici, il faut que l'excédent de capacité soit réinvesti. Donc, le moment où on repense l'entreprise dans cette logique de projet, là, on est sur un sentier de création de valeur, et on est dans une croissance dynamique dans le sens de Edith Penrose. Donc, vous voyez, et si vous voulez lire plus sur la question de comment repenser le projet, l'entreprise sur la base de la logique projet, il faut lire un ouvrage qui est signé par Alain de Romont dans ce sens-là.
Donc voilà un exemple illustratif de la réflexion de Edith Penrose sur cette question ou ces questionnements de la création de valeur ou de la croissance dynamique à travers les excédents de capacité. Donc pour Edith Penrose, la croissance de l'entreprise s'explique par les services excédentaires, donc je rappelle. Par conséquent, elle est difficile d'avoir un parfait équilibre. Pourquoi, à votre avis, il est difficile d'avoir un parfait équilibre? Tout simplement parce que on est dans une logique d'entreprendre. À chaque fois, on termine un projet, il faut penser à un deuxième, un troisième, un quatrième. On peut toujours faire et défaire. Donc voilà, rater. On peut pas toujours réussir, voilà, dans les projets. Donc on est dans le cadre d'une fonction alternative et pas dans une fonction monotone. Donc l'équilibre parfait n'est jamais réalisé et c'est mieux. D'ailleurs, c'est une raison de plus qui explique en fait qu'on est dans une croissance dynamique, donc on est sur un sentier de créer plus de valeur que de rester sur une fonction monotone, donc de parfait équilibre. D'accord. Donc voilà les explications de Penrose dans ce sens-là. Ça a motivé certains d'autres auteurs au début des années. Donc, il faut attendre jusqu'au début des années 80 pour commencer à s'intéresser à la thèse d'Edith Penrose. Donc, on a le célèbre indexé Management Review en 1983 et à ce moment-là, on commence à s'intéresser à cette théorie-là. Les premiers auteurs, disons, qui commencent à s'intéresser à la théorie et ayant prolongé cette théorie-là, c'est Werner Fultz et Barney. D'accord. Werner Fultz en 1984 et Barney en 1986 et en même temps 1991 et 2001 bien évidemment. Pour ces auteurs-là, ils ont repensé la définition de la firme. Pour eux, la firme est un ensemble unique. Regardez, ça c'est important d'insister sur le caractère unique de la définition. Un ensemble unique de ressources tangibles et intangibles, ou comme un portefeuille de compétences et de ressources distinctes. D'accord. Donc vous voyez là, ce qui est ajouté, d'abord c'est l'actif intangible qui est aussi important, alors que Penrose n'a pas souligné la présence de ces actifs intangibles directement, mais indirectement il est toujours là. Quand on parle d'une ressource productive, c'est-à-dire que il faut mettre sur le terrain, il faut opérationnaliser, il faut passer à l'action à travers une ressource. Donc voilà, ça va sans dire qu'on est vraiment sur des actifs intangibles, sur la capacité, sur la connaissance, etc., à travers la mise en œuvre de ces ressources. D'accord. Donc, pour ces auteurs-là, les firmes, les organisations, les entreprises sont hétérogènes en raison de la nature des ressources. Donc, vous voyez ici, ils ont ajouté la nature des ressources comme aussi caractéristique déterminante, importante. Donc, les entreprises sont hétérogènes en raison de la nature des ressources qu'elles possèdent et par la manière de leur interaction, par la manière de les combiner. Comment on va les combiner? Donc, deux choses importantes. La nature des ressources, ça rentre comme un élément stratégique spécifique important de valeur. D'accord. Et en même temps, il ne faut pas aussi laisser à côté la façon avec laquelle on va les combiner aussi est déterminante. Donc la nature des ressources et la façon qu'il a de les utiliser déterminent la capacité concurrentielle de la firme. Donc la capacité concurrentielle de la firme, le fait qu'il soit distingué par rapport aux autres, s'explique par le fait que les entreprises arrivent à bien combiner les ressources, donc à travers une combinaison meilleure que les autres, et en même temps, elles disposent des ressources stratégiques ou des actifs stratégiques. On verra ça par la suite. Aussi, je peux à l'occasion
citer le travail, un travail aussi important de Igor Ansov, qui date quand même et qui a beaucoup avancé les travaux de Werner Fels et de Barney. Igor Ansov, en 1965, a pensé à reconsidérer la définition de la firme. Pour lui, la firme est un ensemble de ressources et de compétences. Voilà, ça c'est important. Quand on définit la firme comme un ensemble de ressources et de compétences, et quand on parle de la compétence, elle est liée à un contexte, à une situation, à un ensemble d'actions. D'accord? Et donc, on est sur le terrain. Donc, c'est comment on va combiner les ressources et comment on va opérationnaliser, comment on va faire passer sur le terrain ces ressources en les concrétisant. Et c'est ça qui va donner de la valeur, c'est ça qui va créer de la valeur pour l'entreprise. Je peux donner un exemple. Voilà, on a un étudiant qui est brillant, il maîtrise bien la comptabilité. Voilà, il peut faire les exercices, voilà, sans aucun problème, sans aucune faute. Mais une fois il est dans une situation, dans une entreprise, il commence à trembler. Voilà, parce qu'il n'arrive pas à comptabiliser, peut-être à manipuler un logiciel de gestion intégré pour faire l'assiser, voilà, informatiser, etc. Et le moment où il commence, il devient voilà, performant ainsi euh, en, se mettant dans des situations de gestion, là, on peut parler de la compétence. Donc la compétence, elle est liée à l'exercice, elle est liée à une situation, elle est liée à un contexte. C'est pour cela qu'on dit que les compétences, elles sont contextuelles, elles sont situationnelles, d'accord? Alors que les ressources, toute entreprise, elle peut les avoir. Mais les avoir, si on n'a pas la capacité à bien combiner ces ressources, c'est-à-dire à opérationnaliser sur le terrain ces ressources, on ne peut pas créer de la valeur. Dans sa logique, Igor Ansov, elle a confirmé la chose suivante, que si on peut parler d'une entreprise performante qui crée de la valeur, il faut d'abord identifier, intercepter voilà, son profil d'aptitude. D'accord. Et le profil d'aptitude, c'est ça qui va nous permettre finalement de savoir est-ce que l'entreprise est sur le bon chemin, sur un bon sentier de création de valeur ou sur un sentier de destruction de valeur. D'accord. Et pour Igor Ansov, il faut passer par une grille de ressources et de compétences, donc diagnostiquer l'ensemble des éléments de la grille. Cette grille-là, c'est l'installation et les équipements, le personnel, est-ce qu'on a la bonne personne à la bonne place, la structure organisationnelle, est-ce que la structure de l'entreprise est adaptée aux variables de contexte, bien évidemment. Si on a une structure qui n'est pas adaptée, certes, ça va créer tant de problèmes en termes de fonctionnement, et donc ça va bousiller, désolé d'utiliser ce terme argot, la performance par la suite. Et la capacité de direction aussi, c'est un élément important de la grille à diagnostiquer. Et donc, si on a un style de management qui n'est pas adapté, certes, ça va créer tant de problèmes au niveau de l'organisation. Donc, le moment où on arrive à diagnostiquer l'ensemble de ces ressources-là et des compétences qu'il dispose l'entreprise, bien évidemment, on arrive à intercepter, à identifier un profil bien précis de l'entreprise. Donc, une fois le profil est identifié, on sait voilà, sur quelle activité il doit se porter. Et donc, là, ça va sans dire, on ne peut pas finalement se tromper de sa performance par la suite. C'est comme le cas si une entreprise a bien ciblé le profil pour un recrutement, certes, la personne recrutée sera une personne bien évidemment performante, à moins que on se trompe. Parfois on se trompe, on peut toujours rappeler les principes ou les concepts ou les principes chers à Williamson, la sélection adverse et le hasard moral. Donc, mais on ne revient pas sur ça dans le cadre de cette théorie-là. Donc voilà grosso modo les fondateurs, voilà les initiateurs et les fondateurs de cette théorie. Là je passe à la thématique centrale. Oui, donc voilà ça revient donc la connexion, désolé. Donc j'ai un problème
de connexion. Est-ce que de mon côté ou de côté de Monsieur Sec? Donc voilà, je reprends. Donc on a terminé avec le premier point concernant les fondateurs de la théorie. Maintenant, on va discuter la thématique centrale de cette théorie-là. La thématique centrale de cette théorie-là est l'auxile autour de la source de l'avantage concurrentiel durable. Deux questions normalement à poser. La première question, comment les entreprises ont un avantage concurrentiel durable et pourquoi les entreprises existent? Comme deuxième question. Donc on va commencer d'abord à répondre à cette première question. C'est pas moi qui va répondre à la question, mais à la lumière des réflexions des théories ayant tracé l'histoire de cette théorie ou de la théorie des organisations de façon générale qu'on va essayer de répondre. Donc, possible à la première question, quelles sont les sources de l'avantage concurrentiel? La première explication des économistes industriels, je prends l'exemple de Michael Porter, l'école de positionnement. Donc l'avantage concurrentiel durable est lié bien évidemment à la position sur le marché. Donc ça c'est pour l'école de positionnement Porter et aussi les adeptes de cette école de positionnement. Donc la source de l'avantage concurrentiel durable pour cette école de positionnement tient compte de la position de l'entreprise sur un secteur d'activité ainsi qu'à ses caractéristiques. Donc c'est les caractéristiques du secteur qui sont déterminantes, voilà, de positionnement de l'entreprise et donc de sa performance ou de son avantage concurrentiel durable. Tout se joue sur la structure du secteur, donc c'est la capacité à s'oppositionner sur un marché et à se protéger. Est-ce qu'on a la capacité donc à persister donc, et en même temps à se protéger et surtout d'améliorer ce positionnement-là. Donc c'est important donc non seulement d'avoir cet avantage concurrentiel, on peut toujours l'avoir, mais si comme on dit, on dort sur ses lauriers, sur ses résultats. Sachez que les autres, ils sont en concurrence, donc ils vont vous dépasser, ils vont essayer de placer la barre haute par rapport à vous, et finalement, vous serez bien évidemment éjecté du marché. D'accord? Donc là, si on voit l'explication de Michael Porter ou de l'école de positionnement, on voit que c'est une analyse externe de la concurrence et donc une explication de l'avantage concurrentiel durable à travers une vision externe. Ce qui n'est pas le cas pour la deuxième explication de la RBV, de la théorie des ressources. Pour cette théorie, un avantage concurrentiel durable provient de la détention par l'entreprise des actifs spécifiques ou des actifs stratégiques. Donc voilà, rappelez l'apport de Werner Folz, de Barney, etc. par rapport à Edith Penrose. C'est la nature des ressources, voilà, qui aussi d'un côté explique la création de valeur, la performance des entreprises. Et non seulement c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut donc bien combiner l'ensemble de ces ressources. Ça, c'est important. Donc, ce sont ces actifs spécifiques qui confèrent un avantage concurrentiel par rapport aux attributs de ces actifs-là. Actifs de valeur, rares, inimitables, non substituables. Donc, on prend le modèle de Barney, donc le modèle Vrins. D'accord. Et aussi, ce modèle-là a été critiqué par le fait que Barney n'a pas intégré une variable aussi importante, à savoir l'organisationnel. D'accord. Donc, les capacités organisationnelles sont une variable, voilà, importante sur laquelle il faut miser, sinon on ne peut pas avoir une meilleure combinaison par rapport aux autres. D'accord. Donc, les routines organisationnelles sont importantes pour fructifier, créer de nouvelles ressources et ainsi de suite.
Donc c'est vraiment c'est important donc de repenser le modèle en intégrant la variable organisationnelle. Et Barnet donc il a intitulé son modèle de base VRA autrement, il l'a appelé VRIO, donc VRIO, VRIO, c'est-à-dire un actif de valeur rare I qui rassemble aussi I et N, inimitable et N non substituable, et il a ajouté O, comme quoi aussi la variable organisationnelle ayant un pouvoir de discrimination important pour parler de la création de valeur ou de la performance d'une entreprise. Étant souvent tacites et inimitables, ces routines organisationnelles, les capacités organisationnelles des entreprises, ça nous ramène à discuter un concept aussi cher aux adeptes de cette théorie-là, à savoir l'ambiguïté causale. D'accord. Donc, le moment où on explique la création de valeur ou la performance par référence à bien combiner les ressources, d'accord. Donc, la combinaison des ressources s'inscrit dans le temps. Donc, c'est un processus d'apprentissage, un processus stratégique. Donc, il faut apprendre. Donc, on procède de cette façon-là pour travailler. Ça va pas. On essaye de revoir, d'améliorer jusqu'à finalement trouver la combinaison meilleure. D'accord. Et donc, la reproduction de notre combinaison, notre façon de faire, ça devient très difficile pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans le temps. On a galéré, désolé d'utiliser ce terme-là, on a galéré pour tomber, c'est pas tomber, pour trouver la meilleure combinaison possible. D'accord. Et donc, et d'ailleurs en plus, puisque on a fait la première fois, la deuxième fois, donc à travers un effet d'expérience, voilà, on a nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre les clés de réussite, comment on a fait pour être meilleur, pour être vraiment plus performante que les autres, pour être plus créateur ou créatrice de valeur que les autres. D'accord. Donc ça devient ambigu. Donc le moment où les causes de la réussite deviennent ambiguës, c'est ça la vraie réussite. Si on pose la question par exemple à Bill Gates, qu'est-ce que vous faites monsieur pour réussir toujours, il va vous répondre, il va nous répondre, je fais ceci, cela, 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 cela. Bon, mais nous aussi on fait ça. D'accord. Mais bon, ça c'est votre problème. Alors que normalement, on n'arrive pas à trouver quels sont les secrets de réussite parce qu'ils sont ambigus. Donc le moment où vous-même, vous n'arrivez pas à trouver les sources, les causes de votre réussite, sachez que vous êtes sur un bon sentier de création de valeur. Donc à retenir de cette réflexion-là ou de cette explication-là, ce qui est mis en avant dans cette explication, c'est le caractère idiosyncratique, hein, idiosyncratique des ressources. Et comment il faut donc combiner dans un cadre systémique. Donc c'est la notion de système ici qui est importante, d'accord? Comment combiner l'ensemble des ressources, voilà, et c'est cette interaction qui est explicative, voilà, responsable d'un pourcentage important de la réussite ou de la création de valeur. Donc il faut toujours penser que c'est les ressources dans leur ensemble, à travers leur combinaison qui est importante, et ce n'est pas tout simplement chaque ressource d'une façon isolée. Donc ça ne va pas donner un bon résultat. Donc c'est l'aspect systémique et l'aspect idiosyncratique des ressources qui est aussi important dans l'explication à travers cette approche-là. La deuxième question comme thématique centrale, pourquoi les entreprises existent? Donc ça c'est une question qui a interpellé les chercheurs ou les adeptes de la théorie des ressources. D'ailleurs aussi les adeptes de la théorie des coûts de transaction, comme Williamson, Ronald Coase, les adeptes, les chercheurs qui partagent les idées ou la réflexion de cette théorie-là, se sont intéressés à comment expliquer l'existence, qui légitime l'existence d'une firme ou d'une entreprise. Donc, pour cette approche-là, pour la théorie des ressources, l'entreprise n'existe pas parce que le marché est défaillant, suite à une stratégie de minimisation des coûts. Voilà. Non,
L'entreprise existe parce que c'est cette entreprise qui est la seule qui est capable de créer certaines choses que le marché en est incapable. D'accord? L'entreprise est la seule à pouvoir développer des connaissances cognitives. Comme vous le savez, le marché, ce n'est pas une organisation. Le marché, ce n'est pas une entreprise. Le marché, c'est un ensemble d'entreprises, d'offreurs et de demandeurs, des clients et des fournisseurs, mais ce n'est pas une organisation. Donc, il ne peut pas développer des connaissances, il ne veut pas créer de nouvelles connaissances. C'est l'entreprise seule qui est capable de faire ce travail-là. Donc, c'est le seul qui est capable d'innover, de créer, etc. Pourquoi? Bien sûr, quand on parle de l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise en elle-même, voilà, qui crée de la valeur. Non, c'est à travers son personnel, c'est à travers les membres qui composent cette entreprise-là. Parce que l'entreprise, elle n'a pas de mémoire. C'est la mémoire de l'entreprise, elle est représentée par les mémoires, l'ensemble des mémoires de son personnel. Et ça, c'est une thématique à discuter et ça va prendre des heures et des heures. C'est un débat dans les milieux académiques. Est-ce que l'entreprise a une mémoire ou non? Donc, bien évidemment, on essaie toujours de considérer que l'entreprise peut toujours avoir une mémoire à travers les systèmes d'information. Mais quoi qu'on fasse, on ne pourrait jamais tout formaliser à travers ces systèmes d'information parce que l'information la plus importante c'est l'information relative à l'intangible. Donc moi je ne vois pas comment on va formaliser à travers les systèmes d'information, voilà, ces ces informations intangibles, d'accord. Donc voilà l'explication de cette approche là. Avec cette notion de connaissance qui a été abordée, on fait référence à l'approche connaissance comme thématique liée à la théorie de ressources. On peut toujours parler des thématiques connexes à la théorie de ressources, comme le... Attends un instant, voilà. Donc, voilà, je reviens. Donc, comme thématique connexe, et puisqu'on a abordé la notion de la connaissance, certains auteurs voulaient finalement développer une théorie qui s'appelle la théorie des connaissances ou du savoir, Knowledge-Based View. Mais quand même, pour moi, ça reste un avis propre à moi, qui m'incombe. C'est un avis qui m'incombe. La théorie de savoir, c'est une petite fille de la maman qui est la théorie des ressources. Aussi, la connaissance a une relation avec l'action. Donc, on ne peut pas développer notre capacité cognitive sans passer par l'action. Et l'entreprise, d'ailleurs, c'est un système d'action. C'est à travers les actions, bien évidemment, qu'on va créer de la valeur, qu'on va être performant ou performante. Donc, à travers ce concept-là de la connaissance, certains auteurs ont développé comme thématique à la théorie de ressources, la théorie de l'apprentissage. D'accord. Voilà. Et donc, moi, je vois aussi que la théorie de l'apprentissage, elle est enracinée, encastrée dans la théorie de ressources. Donc, c'est une petite fille aussi de la grande maman, de la maman, qui est la théorie de ressources. Voilà. Donc, parlant de la thématique centrale et des fondateurs de la théorie des ressources, on arrive sans tarder aux limites, les limites de cette approche-là. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque théorie n'est pas escompte des critiques, mais les critiques restent toujours constructives, voilà, instructives. Voilà, et ça a poussé beaucoup d'auteurs finalement à prolonger la théorie des ressources. La théorie des ressources en management stratégique a reçu des critiques virulentes, acerbes, et surtout de la part de Michael Porter. Michael Porter, pourquoi? Parce que la théorie des ressources vient essentiellement pour critiquer l'apport de Michael Porter. Michael Porter explique la performance, l'avantage concurrentiel durable à travers un positionnement sur un marché, sur un secteur d'activité. Donc c'est une vision externe, alors que la théorie des ressources vient pour ainsi expliquer que les clés de la réussite, la création de valeur, il faut que
que ça soit vu à travers l'interne. Donc comment combiner l'ensemble des ressources là pour créer voilà, de la valeur. Donc, voilà. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de critiques porteurs et par le fait que l'analyse ou l'explication des adeptes de sa théorie, de la théorie des ressources, elle est tautologique, c'est-à-dire ils sont en train de tourner autour de pont. D'accord. Donc voilà, c'est une critique virulente quand même, mais ça reste quand même une critique parmi d'autres. Je peux aussi avancer, mais sans citer, sans avoir une liste exhaustive des limites. Je peux citer comme une deuxième limite la difficulté à saisir les paramètres intangibles en matière d'opérationnalisation. D'accord. Si par exemple une recherche mobilise la théorie des ressources, là, et la théorie des ressources appelle à des actifs intangibles, voilà, et comment donc on va concrétiser sur le terrain, comment on va mesurer ces paramètres intangibles. Donc vraiment, c'est une problématique voilà, qui se pose en termes d'opérationnalisation. Je peux aussi aborder une troisième limite liée à la question, au questionnement de l'environnement turbulent. Si vous avez bien suivi, on a dit que la théorie de ressources, sa force s'explique à travers comment faire une meilleure combinaison mieux que les autres. D'accord. Et on a dit que cette meilleure combinaison s'inscrit dans le temps. C'est une question d'apprentissage. D'accord. Et donc, il faut du temps. Voilà, la première combinaison, la deuxième, la troisième, jusqu'à finalement qu'on arrive à une combinaison meilleure. Alors que si on est dans un environnement turbulent, comment on va faire? Donc la réflexion ou le réflexif de cette théorie-là n'est valable que dans un environnement quasi turbulent. D'accord. Si ça change vite, si on est dans un environnement de l'hypercompétition, donc il faut faire vite. On ne va pas attendre. Voilà, je vous demande de préparer quelque chose, voilà, alors que j'ai besoin que tout de suite que sa chose soit faite. Là, si vous ne réussissez de premier coup, voilà, les autres, ils ne vont pas attendre, d'accord? Ils nous attendent, donc il faut faire vite. Donc, dans un environnement caractérisé par par l'hypercompétition et par la turbulence, là, vraiment, on est face à une difficulté d'opérationnalisation ou d'utilisation ou de mobilisation de cette théorie-là. Il y a aussi, je peux toujours citer une dernière critique aux limites. La théorie des ressources est centrée, sur l'analyse des ressources, aux attributs sur lesquels on a parlé, aux attributs valeurs, rares, inimitables, non substituables, seuls supposés mener une entreprise à l'avantage concurrentiel. D'accord. Donc, certains auteurs, je cite comme par exemple Webb, Xavier Lecoq, Vanessa Varnier, à travers un article publié dans la revue française de gestion, il me semble, je pense, en 2013, ils ont essayé finalement d'aller à l'encontre de cette affirmation-là, défendant l'idée que d'autres types de ressources doivent également être étudiés pour appréhender totalement les processus de construction de la performance des firmes. Il n'y a pas que les ressources stratégiques de valeurs rares, inimitables, non substituables, mais il faut parler de l'ensemble des ressources que dispose l'entreprise. Ils ont utilisé un concept vraiment cher à eux, aussi illustratif. Il faut parler de spectre des ressources. D'accord. Le spectre des ressources. C'est-à-dire, il n'y a pas que les ressources stratégiques, il y a les ressources ordinaires et il y a les ressources aussi négatives. D'accord.
Et dans le cas de l'existence de ces ressources ordinaires ou de ces ressources négatives, donc il faut se comporter sur le plan stratégique, on parle de management stratégique, là il faut se comporter comment on va gérer, comment on va s'organiser pour pourquoi pas améliorer les ressources ordinaires et pourquoi pas aussi se débarrasser de ces ressources négatives ou de trouver une autre alternative, comment on va peut-être gérer donc autrement l'ensemble de ces ressources-là. Et ce qui est amusant dans cet article-là, qui parle de spectre de ressources, c'est que il cite comme exemple le sel. Le sel, par exemple, est une ressource ordinaire pour produire du pain. Mais voilà, une ressource ordinaire, mais c'est une ressource importante, hyper importante. Voilà, je paraphrase les auteurs, ne dit-on pas comme une soupe sans sel, pour désigner une activité devenue sans intérêt parce qu'il y manque un élément central, le sel de la vie. Donc ne désigne-t-il pas les choses les plus intéressantes de notre existence, le sel de la vie. Donc, et là, il donne aussi l'exemple d'une entreprise qui, sur le site de cette entreprise, l'entreprise, je parle de l'entreprise, il s'appelle Poilane, Poilane, précise sur son site que, voilà, il utilise le sel de Guérande. Voilà, il précise qu'il utilise le sel de Guérande. C'est-à-dire que le sel, là, malgré que il s'agit d'une ressource ordinaire, mais elle est importante pour la création de valeur ou pour la performance de cette entreprise-là. Aussi, elle précise comme quoi il utilise voilà, la levure traditionnelle. La levure traditionnelle, c'est-à-dire on prend un petit bout de la pâte voilà, d'aujourd'hui, on la laisse germer pour demain et on l'utilise pour donc la préparation du pain du jour même, du jour J+1. D'accord. Donc, on l'appelle la levure traditionnelle, au lieu d'utiliser la levure chimique. Vous voyez, donc, une ressource ordinaire, ça pourrait être aussi donc déterminante pour la performance, pour la création de valeur d'une entreprise. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner toute l'importance à la ressource stratégique. Il ne faut pas marginaliser l'importance des ressources ordinaires ou des ressources négatives. Les ressources négatives, voilà, je sais pas moi, les auteurs, ils ont proposé comment il faut se comporter avec ces ressources négatives, soit de les vendre, voilà, donc se débarrasser, vendre à un prix, et comme ça, il ne faut pas garder un actif oisif au niveau de l'entreprise, soit céder cette ressource, donc à une entreprise qu'il a besoin donc comme première possibilité, ou accepter les coûts engendrés, mais le moment où on n'a pas la possibilité de faire autrement, donc il faut essayer donc de minimiser les retombées, les issues négatives de cette ressource sur l'ensemble des ressources de l'entreprise. Ou développer, comme troisième possibilité, développer de nouvelles conditions permettant de créer de nouveaux services à partir de cette ressource. Donc voilà, je peux toujours me limiter à ces critiques-là. C'est vrai, la liste n'est pas exhaustive, mais je vois que à travers donc cette présentation, on a essayé de discuter l'essentiel de la théorie des ressources comme théorie fondamentale, importante dans l'ensemble des théories d'organisation, qui sont nombreuses, voilà, et il n'est pas escompte des limites. Voilà, on a parlé de les points focaux, les points centraux de la thématique. En même temps, entre-temps, on a parlé des thématiques connexes à cette théorie. On a abordé la théorie de l'apprentissage organisationnel et j'ai souligné et j'ai précisé en fait que c'est une petite fille de la maman. Ça reste un point de vue qui m'incombe. Donc c'est un point de vue propre à moi. Et aussi, on a parlé de la théorie du savoir, le knowledge-based view. Donc ça reste aussi une thématique connexe liée à la théorie des ressources. Donc elle est encastrée dans la théorie des ressources. Et on a terminé par des limites. Et je pense que dans ce cadre-là, on arrive à la fin de
du contenu de cette vidéo-là. Et j'aimerais bien vous écouter sur vos questions. Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Donc, je vais voir ici comment l'être humain, l'organisation dispose d'une mémoire. Comme l'être humain, l'organisation dispose d'une mémoire. Là, je vois donc une réaction de la part de Monsieur le Qari Abdelwahed. Voilà, c'est vrai, l'organisation, il ne pourra jamais avoir une mémoire comme l'être humain. L'être humain a une construction fabuleuse. Voilà, c'est le cerveau et l'entreprise, il ne peut pas avoir un cerveau. Ça reste toujours un cerveau limité à travers les systèmes d'information, bien évidemment. Mais le côté intangible, le côté de l'information non mémorisable, voilà, Simon, il a parlé des décisions programmables et des décisions non programmables. Les décisions non programmables, c'est que les hommes qui sont capables, bien évidemment, de résoudre des problèmes liés à ces décisions non programmables. Oui, on pourrait toujours parler de l'intelligence artificielle actuellement comme mouvance, comme pratique courante. Peut-être dans 10 ans, certains métiers vont disparaître. Déjà, service conseil, clientèle au niveau des banques, ça commence à se disparaître. Il y a un robot qui remplace. Beaucoup d'autres métiers vont disparaître. La radiologie, par exemple, il y a des robots qui pourraient faire le travail 1000 fois mieux qu'un radiologue, mais quand même, l'être humain a un cerveau qui pourrait toujours le distinguer de ces robots-là, qui pourraient toujours concurrencer l'être humain. L'être humain reste quand même une création extraordinaire. Et donc, en aucun cas, l'ordinateur ou le robot ou l'intelligence artificielle remplace l'intelligence de l'homme. Sauf dans ce cadre-là, il faut aller dans le sens de développer l'intelligence autrement. Il ne faut pas se focaliser sur les métiers plutôt qui appellent à beaucoup de techniques en marginalisant voilà, des matières qui développent notre capacité à communiquer, à parler, à discuter, à débattre, etc. Donc notre retour à la théorie, entre autres la théorie des organisations, est une condition sine qua non pour développer ce background. Notre retour à la philosophie, aux sciences sociales aussi, c'est important parce que le fait de revenir sur la philosophie, sur la théorie, lire des romans, etc., ça pourrait toujours donc nous aider à développer, à fructifier notre capacité à communiquer, c'est important. Et d'ailleurs, depuis longtemps, la philosophie, c'est la base de toutes les sciences, c'est le pivot, c'est le tronc, c'est les racines, tout ça. On pourrait toujours imaginer la philosophie comme le tronc d'un arbre et les branches, ce sont les autres disciplines, entre autres la biologie, la chimie, les mathématiques et ainsi de suite, les statistiques et tout ça. D'accord ? Donc, et d'ailleurs, c'est ça qui a poussé Bertalanffy qui est un biologiste et qui a contribué à la théorie systémique ou à l'école systémique. Bertalanffy, il a bien dit que ce ne sont que les managers sont des philosophes que l'humanité sera sauvée. D'accord? Donc, si les managers sont des philosophes, c'est-à-dire ils ont une culture générale et pour gérer, il faut qu'ils veillent à respecter les autres dimensions, bien évidemment, l'humanité sera sauvée. Comment le... Oui, bon, question d'apprentissage. Les spécificités des théories d'organisation, bien évidemment, les spécificités des théories d'organisation résident en fait qu'ils sont capables de traiter les phénomènes organisationnels selon leur diversité. Il n'y a pas une seule, deux, trois théories, il y en a beaucoup, et le développement de ces théories, c'est vrai, il devance la pratique, donc pour ne pas parler des pratiques théorisées, on avance la pratique, mais il garde toujours des spécificités de fait d'expliquer tout phénomène, quoi qu'il soit, dans la réalité économique, la réalité sociale. D'accord? On pourrait toujours expliquer, je ne sais pas moi, un phénomène par référence à une théorie, mais la théorie reste toujours, elle dépasse toujours le cadre dans lequel on raisonne.
D'accord? Donc, on est limité sur la pratique, bien évidemment, parce que la théorie, a des spécificités pour ainsi devancer et expliquer les phénomènes. Voilà, les spécificités, ils sont nombreuses, liées d'abord à leur caractère général, universaliste. D'accord? Et quand on parle de l'universalité du concept, c'est-à-dire on dépasse largement donc la réalité sociale, la réalité économique, ou le terrain où on veut vraiment expliquer un phénomène. Donc on ne va pas tarder sur ça. Question d'apprentissage et de contingence, aussi rien n'est dans l'absolu. Question d'apprentissage et de contingence, aussi rien n'est dans l'absolu. Oui, bien évidemment, donc on n'est pas dans une rationalité absolue. Certes, quand on essaye d'analyser un phénomène, il ne faut jamais dire que voilà, on est certain que les choses vont dans ce sens-là, parce qu'on est limité dans notre rationalité. Et je reviens sur Simon, voilà, la rationalité limitée. Et il n'y a que dans la vie, on ne prend pas les décisions meilleures, on prend les bonnes décisions, on ne prend que les décisions satisfaisantes. Donc dans ce sens, on est limité, bien évidemment. On est limité par le contexte, voilà la contingence ici, et on est limité aussi par notre capacité cognitive à analyser l'information. Et malheureusement, on vit actuellement dans un monde où il y a beaucoup d'informations, dans le monde de Big Data. Donc aussi cette quantité d'informations, cette infobésité informationnelle, ça peut finalement nous déranger à prendre les décisions, les bonnes décisions. Donc la quantité d'informations qui se véhiculent, voilà, l'abondance, ce big data qui existe, ça n'empêche, on peut toujours dire que c'est une opportunité, mais c'est un obstacle, bien évidemment, pour agir et agir efficacement. Je reviens sur Claire, voilà, le marché est une institution, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Non, le marché, ce n'est pas une institution. Le marché, c'est un lieu, disons, où il n'y a pas vraiment une structure administrative à travers la hiérarchie. C'est un lieu de rencontre des offreurs qui sont des fournisseurs et des demandeurs qui sont des clients, les entreprises clientes. Par contre, si on parle de marché boursier, on parle de l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers, c'est une institution. Quand on parle de marché de travail, le marché de travail, c'est pas une institution, c'est pas une organisation, ce n'est pas une entreprise. Mais lorsqu'on parle au Maroc, par exemple, on parle de comment l'organisme qui s'occupe de l'emploi, de l'ANAPEC. L'ANAPEC, c'est une institution, c'est une entreprise. D'accord? Donc, sur le marché, on n'a pas un objectif, parce que la caractéristique principale pour parler d'une institution, c'est qu'il faut qu'on partage le même objectif, la même finalité. Est-ce que sur un marché, on a la même finalité? On n'a pas la même finalité, on n'a pas le même système d'objectifs. Il y a les offreurs qui demandent toujours un prix très élevé, et il y a les demandeurs qui demandent toujours un prix inférieur. D'accord? On n'a pas un objectif vraiment à partager. Chacun a un agenda propre à lui, un agenda caché, dans le sens de Hamel. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas considérer le marché comme une institution. À savoir, parlant de l'institution, on parle bien évidemment d'un système d'objectifs où les objectifs ils sont fixés d'une façon collaborative, bien évidemment, et que les objectifs ils sont collectifs. On ne parle pas des objectifs, bien évidemment, individuels. Donc, le moment où il n'y a pas cette caractéristique, donc l'aspect marché ne sera pas donc adapté à ce qu'on entend par institution ou entreprise, etc. En tout cas, on sait les caractéristiques d'une organisation. Par référence au travail de Gondwana, il a essayé de faire une étude de recherche début des années 70 pour ainsi distinguer l'entreprise des autres types de collectivités. Les autres types de collectivités, l'association, la famille, club d'amis, etc. Et parmi les caractéristiques qu'il a citées, pour distinguer une organisation, d'abord c'est le système d'objectifs. Les objectifs ils sont collectifs, un objectif bien fini, une finalité, d'accord, un but, d'accord. Et il y a aussi la hiérarchie. Est-ce que dans le marché, il y a une hiérarchie?
Si je prends par exemple le marché, vous allez acheter, Monsieur Tamnin, vous allez acheter une voiture d'occasion pas loin de la faculté des sciences des lettres à Fès. Là, il y a un marché là-bas d'occasion. Est-ce qu'il y a une hiérarchie là-bas? Il n'y a pas une hiérarchie, bien évidemment. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, et, vous n'êtes pas obligé de rendre les comptes à personne. Voilà, il n'y a pas une hiérarchie. Donc déjà, la caractéristique hiérarchie, il n'existe pas. Et il y a aussi le contrôle, il y a aussi quoi d'autre, la deuxième, la troisième ou la quatrième caractéristique, il y a aussi le sentiment d'appartenance. Est-ce que sur un marché d'occasion, à côté, pas loin de la faculté des sciences des lettres à Fès, est-ce que vraiment il y a un sentiment d'appartenance? Là, si vous me dites qu'il y a un sentiment d'appartenance, ça c'est vraiment c'est autre chose, d'accord? Bon, les capacités dynamiques aussi. Oui, je vois aussi M. Derrida. Les capacités dynamiques, oui, la théorie des capacités dynamiques, oui, c'est une thématique connexe. Voilà, malheureusement, donc je n'ai pas parlé de cette théorie-là des capacités dynamiques développée par TES, T-E-E-C-E certainement. Ça reste quand même aussi une petite fille de la grande maman qui est la théorie des ressources, qui est la théorie des ressources. Donc, dans ce cadre-là, je vois que la théorie des capacités dynamiques, donc c'est une théorie qui reste toujours une thématique connexe à la théorie des ressources. Je vois aussi comment l'être humain, l'organisation dispose d'une mémoire. Quelles sont les spécificités des théories, questions d'apprentissage, voilà. Actuellement, la théorie des ressources est la plus utilisée en sciences de gestion. Elle a détrôné les réflexions de Michael Portal, bien évidemment. Aussi nuancé entre la théorie des ressources jugées statiques et la théorie des capacités dynamiques. Non, M. Derrida, non, la théorie des ressources n'est pas jugée statique, malheureusement. Si on revient sur les travaux de Edith Penrose, sa thèse séminale, son travail séminal, porte sur la théorie de la croissance de la firme. Elle était contre la croissance statique, voilà, de la firme. Elle était pour une croissance dynamique. Donc, j'ai expliqué à travers un exemple, un cabinet de conseil. Vous voyez que le fait que l'entreprise arrive à dégager un excédent de capacité et de réinvestir cet excédent de capacité et s'inscrit dans une logique de projet. C'est-à-dire que il entreprend le premier projet, passe à la deuxième, à troisième, au quatrième, donc faire et défaire à travers les actions. Donc on n'est pas vraiment dans un équilibre, dans une croissance statique, pas du tout. Voilà, la capacité dynamique, c'est vrai, il vient pour donner plus d'importance à l'aspect dynamique de la croissance, c'est vrai, mais ça reste toujours un prolongement limité, un brin de prolongement, mais je vois pas comment la théorie des capacités dynamiques, ça dépasse ou ça sort du cadre réflexif de la théorie des ressources. Non, pas du tout, moi je suis pas d'accord, mais ça reste quand même un point de vue qui m'incombe. Monsieur, est-ce qu'on peut considérer les compétences comme étant un mode de coordination des ressources? Oui, qui vont permettre de développer et de contribuer les ressources. Oui, bien évidemment. Quand on parle, je réponds à Warraq Yassir, donc quand on parle de la coordination, certes, qu'est-ce qu'on va coordonner? On va coordonner entre les ressources. On a les ressources humaines, on a les ressources financières, on a un responsable financier, on a un responsable de logistique, on a un responsable, voilà, je sais pas moi, du système d'information, on a la direction générale et on a du matériel, les machines de production, on a un chef de productique, etc. Donc il faut coordonner entre l'ensemble. Le moment de coordonner, c'est-à-dire on est en train de voir dans quelle mesure ces ressources ils sont en interaction. Donc cet aspect interactionnel des ressources à travers la coordination, ça explique qu'on est en train de développer des compétences. D'accord. Donc voilà, c'est dans ce sens que la coordination est un point important donc de parler de la compétence. Je réponds aussi à monsieur, mon cher ami Milo Daoud, quel est l'intérêt des théories des organisations pour un praticien? Oui, c'est important.
Les théories des organisations pour un praticien, ça peut finalement nous apparaître de rien du tout. C'est pas vraiment, ça porte pas de valeur pour un praticien. Mais dans la vie, on n'a pas besoin que des praticiens. On a besoin aussi des philosophes. On a besoin de, voilà. Et le praticien, bien évidemment, on n'a pas besoin que de sa capacité technique. On a besoin de sa capacité réflexive. On a besoin de sa capacité communicationnelle. Si on a besoin que des praticiens vraiment, on a toujours des ordinateurs qui pourraient le travail à leur place, un travail technique lié à la technologie, l'intelligence artificielle, ils pourraient toujours bien évidemment remplacer ces praticiens s'ils sont dans une logique praticienne, c'est-à-dire technique. D'accord. Mais les théories, elles sont utiles pour développer notre capacité de communication, de débat, d'échange. On est dans un monde de partage. Les théories, c'est le socle. D'accord. Là maintenant, puisque on était là dans cette période-là de crise, de séisme, de santé, le risque santé sanitaire, donc on était sur la logique techniciste, praticien de l'économiste boursier, c'est l'économie de la rente, c'est la formule, c'est comment formuler pour avoir un résultat, alors que non, il faut aller au-delà, il faut réfléchir dans un contexte global, il faut avoir une analyse à visée multidimensionnelle, et pour avoir cette analyse à visée multidimensionnelle, il faut donc être armé, avoir un background, avoir des théories, comme pourquoi pas donc aussi voilà la philosophie, c'est utile. Donc, et là, je reviens, je partage l'apport de Omar Aktov. Omar Aktov, qui est un grand chercheur canadien. Il insiste beaucoup sur l'importance de la philosophie et de la théorie pour aussi, voilà, non seulement créer des techniciens, mais aussi des gens, des hommes et des femmes qui pensent, qui réfléchissent, etc. Donc, et d'ailleurs, il est conseillé finalement d'aller apprendre, se ressourcer plus dans le cadre de ces matières-là, théorie des organisations, philosophie, culture générale, et c'est ça qui sera les points de démarcation sur le marché du travail, parce que l'intelligence artificielle, elle va remplacer presque toute compétence technique par la suite. Donc j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, que les services clientèle dans les banques et dans les grandes entreprises, il est remplacé par un robot. D'accord. Les radiologues, ils sont remplacés par des automates et ils font le travail 1000 fois mieux à 3D, à 3D, etc. Mille fois mieux qu'un radiologue. Il interprète bien les résultats 1000 fois mieux qu'un radiologue et ainsi de suite. Mais il faut jamais dire que le côté le technique n'est pas bon, non. Il faut avoir une visée multidimensionnelle. D'un côté, il faut pas ignorer la technique, et de l'autre côté, il faut aussi développer votre capacité de communication, etc. D'accord. Et d'ailleurs, plus vous développez votre capacité de communication, avoir un background, voilà, en matière de théorie par exemple, ça va vous aider à développer aussi votre valeur. D'accord. Supposons qu'on a dans une entreprise, on a un technicien, voilà, un contrôleur de gestion qui ne sait que finalement calculer les écarts, etc. Voilà, et présenter le travail, voilà, limite. Mais on a un autre contrôleur de gestion qui est aussi, voilà, il peut toujours présenter la même chose que le premier, mais aussi il a la capacité de communication, de partage, d'échanger, de proposer, etc. Certes, vous voyez bien que la cote de premier sera en diminution ou stable, alors que la cote, je parle du salaire, le salaire de deuxième, il va bien évidemment augmenter pour ce. Pourquoi? Parce qu'il a pu créer autour de lui tout un public, un auditoire qui écoute ce qu'il va dire ou ce qu'il est en train de dire. Donc c'est important. Donc on ne pourrait avoir cette compétence ou cette capacité que par référence aux théories. Donc je vois que les théories elles sont utiles. Voilà. Quel est l'intérêt des théories? Réfléchissez plus. Très bonnes initiatives. Voilà, merci. C'est Hassan Mchour, cher professeur, qu'on a partagé de bons moments ensemble. Que vous soyez tous en bonne santé, et bien épargnés de cette saleté de Covid-19.
Donc voilà, quel est l'intérêt des organisations? Voilà, il faut aussi nuancer entre la théorie, voilà, quelles sont les spécificités des théories des organisations. Actuellement, la théorie des ressources est la plus utilisée dans le détourner la réflexion de Michael Porter. Question d'apprentissage et de contingence, j'ai déjà répondu à ça. Très limpide. Comme l'être humain, l'organisation dispose d'une mémoire, les capacités dynamiques aussi, voilà, et la mémoire organisationnelle n'existe pas. Oui, voilà, je reviens pour aussi réagir à une question de Monsieur Tamnin, et la mémoire organisationnelle n'existe pas. Bien évidemment, on a déjà parlé de ça, la mémoire organisationnelle n'existe pas ou il existe partiellement. Donc on ne peut pas trancher pour dire qu'il n'existe pas, mais il existe, mais partiellement. Il existe sur le côté tangible, sur le côté mémoriel qu'on peut formaliser, formalisable, d'accord. Mais comment on peut, par exemple, mémoriser le savoir d'un talent au niveau d'une entreprise? Alors que vraiment, ce talent-là a beaucoup de connaissances intangibles, illicites, qu'on ne peut pas finalement les formaliser à travers un système d'information. Parce que le système, la mémoire organisationnelle s'explique par sa capacité d'avoir un système d'information, un système de connaissances très sophistiqué. D'accord. Donc voilà, à la limite, on peut dire qu'il est partiellement, il a une mémoire, mais le socle le plus important, il ne le dispose pas, à savoir la connaissance explicite, implicite plutôt, ou la connaissance intangible. D'accord, ça c'est il n'a pas, hein. Il ne peut pas finalement avoir mémorisé ou formalisé tout. D'accord. Et d'ailleurs, ça c'est un débat dans les milieux académiques en matière de la recherche qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce sens-là. Et c'est ça qui pose un grand problème pour les organisations. C'est pour cela qu'il faut revoir la façon comment on gère les ressources humaines. D'accord? Là, on parle de la gestion des talents. On parlait de la gestion des hommes et des femmes. Après, on commence à parler de la gestion des ressources humaines. Et après, on parle maintenant de la gestion, on parle de la gestion des compétences. Et là, maintenant, on parle de la gestion des talents. Comment gérer un talent? Comment retenir un talent au niveau de l'entreprise? Donc, si l'organisation a une mémoire, il serait toujours capable de mémoriser toute la connaissance qu'il dispose de ce talent-là. Donc, il ne va pas avoir peur que ce talent-là va la quitter un jour. D'accord? Donc, aussi, cette question-là de la mémoire organisationnelle nous a poussé à revoir comment il faut gérer les ressources humaines. Partager en maîtrise du thème. Oui, professeur, marketing est connecté au monde, d'où Marketing TV Monde. Merci pour vos excellentes interventions. Bonjour, une rose, excellent, une avis qui se connecte pour partager les savoirs. Oui, là, c'est vrai, il faut, là pour Mujtaba Khan, j'ai bien aimé votre réaction. Merci beaucoup. Oui, bien évidemment, on est là pour partager les connaissances et que la connaissance n'est efficace que c'est les partager. D'accord. Donc c'est à travers le partage, et le partage, il est encastré en bididnis, encastré dans notre culture en tant qu'Africain. En tant qu'Africain, bien évidemment. La notion de partage, ça commence par nous. On partageait tout. Et donc le partage ça existe voilà, dans la culture africaine depuis longtemps. D'accord. Et il faut continuer toujours à partager. Tout simplement, le partage actuellement a changé de sens. Il faut vraiment partager les connaissances créatrices de valeur
Voilà, et pourquoi pas donc entretenir des relations de partenariat, d'alliance, de travailler ensemble. Et ce n'est que par ça qu'on peut finalement faire de l'Afrique une puissance, voilà, pourquoi pas internationale. On a tous les moyens. Les hommes et les femmes, ils sont là, ils sont qualifiés. On a les ressources naturelles en abondance. Mais ce qui nous manque, c'est de travailler ensemble. D'accord? Et bien évidemment d'avoir aussi notre indépendance. Ça, c'est à ne pas discuter. On pourrait toujours parler de ça des heures et des heures. Merci de centrer le téléphone, malheureusement, parce que je prends le téléphone avec une main et j'ai l'habitude de parler avec mes mains, donc c'est pas facile. C'est une première expérience. On pourrait toujours faire mieux. Monsieur Lai Bombasek, voilà la prochaine fois. Donc, il me semble que voilà, j'ai répondu aux questions, plus ou moins. Donc, je vous écoute toujours si vous avez des questions. Sinon, on peut toujours mettre fin donc à cette vidéo-là. J'attends le, le dernier mot, c'est à vous, Monsieur Lai Bombasek. Là, vous savez que c'est Ramadan, donc voilà, il y a toujours cette fatigue euh, immanente, le fait que, surtout concernant l'eau, donc ma bouche sèche, mais c'est pas grave, je peux toujours vous écouter, poser vos questions, on est là pour échanger, vous inquiétez pas. Le champ de l'apprentissage. Actuellement, voilà, quel est l'intérêt du... Est-ce que... hmm, non, donc j'ai déjà répondu à cette question-là. Est-ce que la théorie des capacités dynamiques a remplacé? Aucune théorie ne peut remplacer l'autre, d'accord? Ils agissent dans plus ou moins dans la continuité, même il y a un chevauchement parfois, mais chaque théorie euh, puisqu'elle a ce qualificatif de théorie, donc elle a une portée malgré les critiques. Donc on ne peut pas, une théorie remplace l'autre. La théorie, par exemple, le modèle classique de, de Taylor, Max Weber, Fayol, il est toujours là, présent actuellement. D'accord. Il y a certaines situations où il faut vraiment travailler, gérer sur la base de ce modèle taylorien. La chaîne de production, travailler à la chaîne, etc., ça existe toujours. Travailler avec les mêmes consignes, avec les mêmes recommandations de Fayol, ça existe toujours. Max Weber aussi, ça existe toujours. McDonald's, par exemple, les plateformes WebHelp au Maroc, par exemple, là, ils travaillent sur la base du modèle tayloriste. Donc, on ne peut pas dire que une théorie exclut l'autre. On n'est pas dans l'exclusion, mais peut-être on est dans la continuité, dans la complémentarité. Donc, merci mon cher ami Milou Daoud, merci pour l'appréciation. Nous attendons une autre séance sur l'apport de sociologie de Crozier. Donc, moi, je donne rendez-vous tout de suite, je fixe un rendez-vous avec le responsable de ce canal, de cette chaîne-là, TV Monde Marketing, pour consacrer une séance discutant l'apport de Crozier, bien évidemment, soit individuellement, soit avec Friedberg, parce que Crozier, il a fait beaucoup de travaux tout seul, partant de la société bloquée, un livre extraordinaire à lire, et de le phénomène bureaucratique, aussi un livre aussi intéressant. Et il a terminé, c'est pas il a terminé, mais quand même il a co-signé un travail hyper important avec Friedberg, pourtant un titre L'acteur et le système. Donc je reviendrai sur ça. Moi ça me dérange pas. Je pourrais toujours
Donc, contribuer avec un contenu pour enrichir le contenu de cette chaîne-là ou de ce canal Marketing TV Monde. Merci, Monsieur Daoud, pour la demande. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, on est confiné, il n'y a rien à faire, on est en train de lire, on est en train d'aider nos enfants. Donc, c'est pas le temps qui manque, heureusement. Oh, le temps est abondant, donc on n'a que ça à faire. Parfois, on trouve rien à faire, donc c'est mieux d'échanger, de partager, comme il a dit un ami tout à l'heure. Il faut partager. Dominique Leroy, vous avez la bouche sèche. Oui, exactement. Oui, merci, cher ami Leroy, Dominique Leroy, merci beaucoup. C'est vrai, la bouche sèche parce que c'est Ramadan, tout simplement. On n'a pas le droit de boire, on fait le Ramadan, donc toute la journée. Donc il faut pas manger, il faut attendre jusqu'à 21 heures. Donc jeûne, Ramadan de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures. C'est quand même, bien évidemment, ça va impacter voilà, notre bouche. Et il y a de la sécheresse, c'est vrai. Merci beaucoup, Dominique Leroy. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes bien épargné de cette saleté Covid-19, cher Dominique. Merci Siham, Sahbani, ma chère amie, ma chère collègue, merci pour la réaction. Voilà, je crée des groupes de travailleurs qui s'associent. Oui, Dominique, voilà, il faut donc nous filer voilà un lien pour, on pourrait toujours finalement être des collaborateurs et pourquoi pas. Nous développons un nouveau concept d'entrepreneuriat coopératif et collaboratif. Vraiment, c'est un atelier qui va nous intéresser. Et Monsieur Daoud, il est là. Monsieur Daoud aussi, elle est spécialiste dans ce cadre d'entrepreneuriat. Voilà, au Maroc, voilà, si c'est une référence, on pourrait toujours donc appeler ses services pour contribuer, pourquoi pas donc à penser sur l'échelle voilà, internationale et pourquoi pas l'Afrique, cher ami Dominique, pour voilà, enrichir et vous aider finalement à développer ce nouveau concept d'entrepreneuriat coopératif et collaboratif. Qui veut venir voir ce soir? Merci pour cette agréable intervention, cher professeur. C'est à 18h25 via le lien Zoom dans le domaine des 5 piles. Est-ce que, cher Dominique, est-ce qu'on doit s'inscrire d'abord ou à partir de lien on va rentrer directement? Donc précisez le lien, Dominique, s'il vous plaît. Et en tout cas, moi je serai parmi les premiers. Donc précisez le lien et comme ça on va vous rejoindre sur ce groupe de travail. Donc Zoom, on a déjà travaillé, on travaille à distance avec cette plateforme Zoom. Demandez le lien Zoom en privé s'il vous plaît. Ok, je vais demander le lien. Donc pendant le confinement, je développe une activité. En tout cas, Dominique, il n'y a rien à faire que de développer des activités. On a le temps, on a suffisamment de temps. Donc c'est pas ça qui manque. Donc il faut travailler dans ce sens. Monsieur Daoud, Dominique Leroy est là, donc il veut travailler sur développer un nouveau concept d'entrepreneuriat collaboratif et coopératif. Donc il nous invite finalement de, de, de suivre son travail. Certainement, tu seras partant pour ce projet-là. Ok. Oui, j'habite au Maroc, à Fès. Dominique Leroy, est-ce que tu te rappelles de moi? Tarzoti Abdelatif, c'est moi qui t'a invité pour animer voilà, une science plénière dans une conférence à l'ENCG. C'est pas, oui, à l'ENCG de Fès, mais c'était, non, c'est pas l'ENCG, c'était à la fac la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales de Fès. Non?
À moins que je me trompe de la personne, hein. Dominique, le... Non. Voilà, donc j'attends toujours. Oui, Monsieur Sek, Abdoulaye. Mais Dominique, on voit pas le lien. Il est où le lien? Comment? On voit pas le lien. Mais hein, on presse les 5 piliers. Ok, voilà, donc c'est partagé. Ok, c'est bien. Bonjour Abdoulaye, bonne initiative, le meilleur moyen de prendre contact entre nous en cette période de confinement. Merci Amina. Donc oui, oui, c'est le bon moyen pour prendre bien évidemment contact, comme tu as dit. Voilà, oui Dominique, ça y est, le lien est là, donc on va vous rejoindre. Donc tu nous as dit à 18 h, je pense 18 h 30, donc on va pas tarder. Monsieur Miloud,